À Canalem, on aime l'été. Bonjour Luc Fortin. Allô, Anne-Laure Janson. Salut Jean-Sébastien Laliberté. Bonjour, groupe. Hey! À la maison, on est content d'être là. Et tout de suite, nous avons au téléphone le docteur Walter Wittich, qui est professeur adjoint à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal. Et Monsieur Wittich est directeur d'un laboratoire aussi de recherche sur la déficience visuelle. Il s'intéresse aux aînés, particulièrement à ceux qui ont une déficience visuelle acquise, c'est-à-dire sur le tard, comme un glaucome ou une dégénérescence maculaire. Et également une autre déficience, Déficience associée. Cognitive ou auditive. Et donc, il travaille sur les techniques de réadaptation pour ces personnes qui ont donc plusieurs déficiences. Bonjour, Monsieur Wittich. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que c'est bien résumé? Oui, je suis complètement d'accord. Et, et donc, comment travaillez-vous avec votre équipe pour aider ces personnes à mieux vivre? Je pense une partie de notre labo qui est vraiment unique et qui fonctionne très bien, c'est on a plusieurs des partenaires. Ça veut dire on travaille proche avec des clients et aussi des centres de réadaptation en Montréal, spécifiquement le centre Institut Nassaretti-Louis Braille et MAB Mackay, pour déterminer surtout les priorités de nos utilisateurs par rapport à la charge. D'accord. Dans le contexte de mon labo, on travaille souvent avec des aides techniques parce que c'est souvent une priorité des utilisateurs de savoir un peu plus sur cette approche de la réadaptation. On dit souvent que plus on vieillit, plus l'apprentissage d'aide technique, disons, c'est pas naturel. En même temps, j'ai l'impression que ça tend à changer, cette réalité-là. Je me trompe? Ça, c'est aussi mon impression dans les labos. Ça a changé beaucoup dans les dernières 10 ans. On a un peu comme le cliché que la technologie, c'est pas pour les personnes âgées, mais c'est pas vraiment la réalité. On a des participants, souvent de l'âge de 80 et 90, qui arrivent avec des questions très spécifiques sur les settings de leur iPad et de comment connecter à quel réseau. Et souvent, nos assistants de recherche sont vraiment impressionnés du niveau d'éducation technologique qui existe déjà chez les personnes âgées qui travaillent avec nous. Et alors, comment vous faites pour que ces aides techniques soient accessibles à une personne qui a une déficience visuelle, mais une déficience auditive également? Souvent, le développement des aides techniques considère une déficience. Je vous donne l'exemple d'un aide auditif. Ils sont dessinés d'être très petits et souvent la même couleur de la peau, pour être invisibles. Si quelqu'un a besoin de maintenant changer les piles, par exemple, c'est souvent un défi pour les gens avec une déficience visuelle aussi, peut-être aussi avec des problèmes de dextérité, avec des doigts. On a des défis qui existent. Nous, on essaie de développer des stratégies et aussi des façons à réadapter pour aider les personnes âgées, surtout d'utiliser leurs aides de la meilleure façon. Et ces techniques sont souvent incorporées dans le processus de réadaptation chez les centres de réadaptation. D'accord, donc là, vous aidez, finalement, vous travaillez à la fois avec les gens qui font de la réadaptation, vous les formez à de nouvelles approches pour qu'ensuite les personnes puissent reproduire à la maison? Oui, ça c'est aussi un peu partie de l'éducation permanente pour les cliniciens d'apprendre les nouvelles technologies et aussi les nouvelles stratégies pour aider leurs clients. Et alors, quelles sont les stratégies que vous avez mises au point? Une technique que j'adore, qui est souvent incorporée dans nos centres en réadaptation, c'est d'utiliser l'agrandissement dans la clinique avec, par exemple, une télévisionneuse pour établir une certaine connaissance de la forme d'une aide auditive. Parce que l'aide auditive est très petit, mais maintenant, on peut l'agrandir sur une télévisionneuse pour avoir vraiment une image très, très grand,
c'est qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait. Ça, si j'ouvre l'aide, ici, c'est la forme de la pile, comment l'insérer. Et comme ça donne une image mentale pour l'utilisateur déjà. Et quand ils essayent de le faire chez eux ou de le faire avec un autre truc d'agrandissement, ça va devenir beaucoup plus facile, par exemple. Parce que c'est vrai que la télévisionneuse est souvent... En tout cas, moi, j'ai l'impression que quand je pense à une télévisionneuse, je pense à lecture. Exact. Mais on a beaucoup plus de choses qu'on peut faire. Par exemple, se couper d'ongles, ça peut fonctionner aussi avec une télévisionneuse. Parfois, on a juste besoin d'identifier quelle est la tâche spécifique où on a besoin de l'agrandissement. Et parfois, on a besoin d'une aide technique pour gérer une autre aide technique. OK. Et c'est pas forcément des choses qui sont évidentes ou qui tombent de sens, en fait, qui tombent sous le sens. On a besoin de trouver un peu de créativité dedans. Et aussi, parfois, c'est les clients qui arrivent avec une question très innovante pour une tâche non réfléchie. On n'a jamais pensé comment le faire. On a eu un client qui a acheté une joueur au CD et elle a essayé de naviguer le menu sur son interface, mais on a besoin d'avoir un agrandissement pour ça. Ça, c'est pas nécessairement partie de la réadaptation régulière, mais on peut trouver une façon de le faire. Mais là, je suis curieux, la différence entre ce que vous offrez et ce que le centre de réadaptation va offrir à cette personne-là, et comment cette personne-là décide-t-elle soit de vous appeler vous ou son agent de réadaptation? Ils veulent toujours contacter leur agent de réadaptation parce que c'est moi qui travaille avec le centre pour trouver des solutions pour des questions innovantes. Je ne donne pas des services moi-même, mais j'essaie avec les centres de réadaptation d'augmenter la qualité des services. Donc, c'est le spécialiste qui va vous contacter? Exact. OK. Et vous avez fait des études, une dernière étude, je crois que vous allez publier prochainement sur les lunettes eSight. Oui, on travaille un peu avec la compagnie présentement pour démontrer la fonctionnalité, aussi de donner un peu de crédibilité, si vous voulez, sur l'effet de trucs eSight. On était supporté par la compagnie pour une période d'1 an d'essayer le truc et d'évaluer objectivement le bénéfice de ce type d'agrandissement. Et aussi, ça donne une amélioration du contraste, par exemple. Et la chose que je trouve très intéressante, c'est le bénéfice va devenir évident relativement vite, relativement immédiatement, si vous voulez. Le moment où vous mettez les lunettes, ici, le bénéfice pour vous. Parce qu'une des questions, c'était est-ce que ça va s'améliorer si on l'utilise pour 3 mois ou plus? Et nos résultats, c'est à peu près la même chose. Si vous essayez le truc pour décider si vous voulez l'acheter, le bénéfice que vous avez quand vous l'essayez immédiatement, c'est probablement ça. C'est une bonne nouvelle parce que ça vous aide à faire une décision relativement vite si ça a été la bonne choix. Bon, je ne veux pas jeter un pavé dans la mare, Walter Wittich, mais c'est sûr que si la compagnie vous aide, je présume qu'il y a peut-être rémunération ou dédommagement. Comment avez-vous choisi celle-là et pourquoi, supposons, avoir laissé de côté Aira, qui est un autre type de produit, mais qui peut aussi rendre service et de grands services? Vous êtes complètement sur la bonne route. On a besoin de toujours rester très critique, si vous voulez, avec des évaluations des aides. Et dans le cas de notre étude, vous êtes correct, c'est subventionné par la compagnie parce que, par exemple, on a eu accès aux lunettes eSight pour un groupe de 60 personnes. Une partie qui est faible sur notre étude, c'est qu'on n'a pas eu une comparaison au standard courant. Le but de l'étude, c'était juste d'évaluer l'effet du eSight directement, mais on n'a pas une comparaison. Souvent, les comparaisons sont difficiles à faire parce que pour chaque étude, j'ai besoin d'avoir le support de la compagnie pour avoir accès à leurs trucs technologiques. Et ce n'est pas toutes les compagnies qui sont capables ou intéressées de nous donner accès libre parce que je n'ai pas les fonds pour acheter 60 trucs pour donner gratuitement à 60 participants. Ça c'est toujours une limite avec tous nos études.
et la comparaison reste difficile. Oui. Ouais, et puis sans vouloir être naïve, là, vous y allez aussi avec le bénéfice pour l'utilisateur. Oui, c'est ça. Par exemple, notre étude, on a eu aussi une partie qualitative pour avoir un peu l'opinion des utilisateurs, et les opinions sont toujours mélangées un peu. On a des trucs positifs, des trucs négatifs, ça dépend un peu sur la préférence, par exemple, de l'utilisateur. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous intégrez dans les approches de réadaptation que vous avez fait intégrer? On a travaillé beaucoup avec le iPad récemment, surtout parce que présentement, le iPad n'est pas sur la liste des aides approuvées par RAMQ. Si les gens s'intéressent d'utiliser les technologies intelligentes comme des téléphones, des iPads, présentement, la dépense qui est reliée à acheter un téléphone ou un iPad n'est pas couverte par RAMQ. Mais on a observé chez nos clients et nos participants aussi que souvent, ils utilisent leur téléphone déjà comme une aide. Et maintenant, pour convaincre RAMQ éventuellement, peut-être de participer dans les dépenses d'un iPad ou un téléphone intelligent, on a besoin de présenter des données pertinentes. Et c'est ça, une des buts de notre labo, de vraiment présenter des données indépendantes, parce qu'on n'est pas subventionné par une compagnie comme Apple. Mais de représenter vraiment le bénéfice de l'utilisateur. C'est ça, c'est ce que je voulais dire en fait tout à l'heure en parlant de eSight. Merci beaucoup, Dr Walter Wittich, professeur adjoint à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal. Au plaisir. Merci beaucoup.